Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Jean. Il est professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers et il dirige à l'IFRI l'initiative Géoéconomie et Géofinance. Il publie dans le numéro de printemps de la revue Politique étrangère un article intitulé « De Trump à Xi Jinping, la grande rupture de la mondialisation ». Cet article fait partie d'un dossier qui analyse les bouleversements récents de l'économie internationale. Sébastien, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir à ce micro. Bonjour Marc. Dans votre article paru dans Politique étrangère, vous qualifiez les mesures économiques et en particulier commerciales de Donald Trump de séisme planétaire. Au sujet des droits de douane, vous évoquez une protection à 2 compartiments et 3 étages. De quoi s'agit-il ? Alors il y a énormément de communication politique, de coups de théâtre permanents dans les politiques et en particulier les politiques commerciales de Donald Trump. Je crois que au fond, pour comprendre ce qui se passe, il faut prendre un peu de recul et essayer de raisonner simplement. Il ne faut pas se laisser inonder par ce théâtre permanent. Et la direction, finalement, elle est assez claire. On a eu un premier acte qui, pour moi, s'est fini le 6 août. C'est le moment où sont entrés en vigueur ces droits de douane réciproques, comme les appelle l'administration américaine à tort, dans leur version révisée. Et le résultat, finalement, il est très simple. C'est que les États-Unis ont réussi à imposer une protection unilatérale très élevée sans provoquer quasiment aucune représaille à part celle de la Chine et sans provoquer d'accident de marché. Les États-Unis étaient, parmi les grandes économies, l'une des moins protégées si on regarde le niveau moyen de leurs droits sous la clause de la nation la plus favorisée, donc hors accords commerciaux. Ils étaient à peu près à 3,5%. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont un peu en dessous de 17%. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils sont devenus la plus protégée des grandes économies du monde. Ils sont passés de la première place à la dernière ou de la dernière à la première selon comment on veut classer tout ça. Oui, même devant l'Inde qui était... Y compris au-dessus de l'Inde qui est vraiment le parangon moderne du protectionnisme. L'Inde est un petit peu en dessous, un peu au-dessus, entre 16 et 17%. Donc c'est vraiment comparable. Le résultat, par ailleurs, il est remarquable aussi dans sa structure. Et je qualifie ça en disant 2 compartiments, 3 étages. 2 compartiments parce qu'il y a une série de secteurs qui sont mis de côté, qui sont traités séparément pour des motifs de sécurité nationale. Dans ces secteurs, il y a une protection qui est mise à 25 ou 50%, et ça concerne 25% la plupart du temps, 50% exceptionnellement. Ça concerne l'acier, l'aluminium, le cuivre, l'automobile, les poids lourds et le bois d'œuvre. Aujourd'hui. Mais cette liste, elle est à géométrie variable, elle peut évoluer. Les 3 étages, ils concernent les partenaires. C'est-à-dire qu'en haut, on a la Chine. La Chine, elle était déjà touchée par la première guerre commerciale de Trump, qui en gros avait augmenté la protection douanière appliquée par les États-Unis contre la Chine de 20%. Aujourd'hui, ce qui s'est passé finalement depuis le sommet de Corée du Sud à Busan, 30 octobre dernier, c'est que la Chine voit la protection douanière qui lui est appliquée par les États-Unis augmenter de 20% par rapport à ça. Donc, ils avaient 20 déjà initialement, c'est encore augmenté de 20. Ils sont en gros à 40. En bas, donc ça c'est l'étage du haut. L'étage du bas, c'est quoi ? C'est les voisins. Le Canada et le Mexique. Donc, il y a eu beaucoup d'affichage autour des droits sur le fentanyl, etc. Des affichages de protection très élevés. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a aussi des dérogations qui disent que si les produits respectent les clauses de l'accord USMCA, qui d'ailleurs, soit dit en passant, c'est important, doit être renégocié cette année. USMCA, donc États-Unis, Mexique, Canada. Absolument. L'héritier de l'ALENA, la version renégociée de l'ALENA. Si les produits respectent ces clauses, alors ils peuvent entrer en franchise de droit. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a des exigences de contenu local, nord-américain, parfois même états-unien, qui sont relevées. Mais si ces clauses sont respectées, à ce moment-là, pas de droit. Quand on regarde en moyenne dans les statistiques douanières, on est autour de 3 ou 4% en moyenne de droits de douane infligés sur ces importations. Et puis donc, entre ces 2 étages extrêmes, la Chine en haut, les voisins en bas, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est un nuage assez variable de pays qui se voient opposer des droits de douane qui, dans l'ensemble, sont entre 15 et 20% pour la plupart des pays. Il y a des exceptions,
Par exemple, il y a eu beaucoup de bruit autour du régime accordé, enfin, en gros, du droit opposé à la Suisse, 39%, ramené depuis à 15%. Contre l'Inde, 50%, ramené depuis à 18%. Contre le Brésil, 50%, qui a été ramené sur un certain nombre de produits, mais qui reste pas complètement tranché, disons, qui reste relativement élevé. Mais finalement, dans tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la variabilité entre pays et il y a de l'évolution dans le temps au gré des accords ou des humeurs et des contrariétés de Trump. Et on est autour de 20%, disons. Et d'ailleurs, soit dit en passant, l'Europe est plutôt bien parmi les mieux traités dans ce nuage-là. Le dernier point qu'il faut souligner, c'est que dans ce que je viens de décrire, il y a pas mal d'incertitudes, de volatilité. Tout d'un coup, on estime que l'Inde importe trop de pétrole russe, on lui met 25% en plus. Et puis, 4 mois après, il y a un accord, paf, ben, on enlève ces 25%, puis on enlève même une partie de ce qu'il y avait avant. Tout ça, ça n'est pas un inconvénient, c'est structurel. Parmi le nouveau régime de la protection américaine, non seulement il y a cette discrimination entre partenaires qui est assez organisée, mais il y a également une volatilité qui, elle, devient institutionnalisée. Donc je crois qu'il faut vraiment intérioriser maintenant, comprendre que c'est structurel. Il n'y a plus de prévisibilité des États-Unis. C'est ça qui fait le séisme mondial. C'est que les États-Unis se sont affranchis de leurs engagements à l'OMC dans leurs composantes les plus importantes, c'est-à-dire la non-discrimination d'une part et la prévisibilité, le respect des engagements d'autre part. Alors, quel est l'objectif stratégique de ces mesures et de cette attitude générale? Et puis, quels sont les effets concrets? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a tellement d'objectifs stratégiques qui ont été mis sur la table qu'on s'y perd. On a l'impression que quelle que soit la question, pour Donald Trump, la réponse, c'est tarif. Mais si je veux quand même essayer de donner du sens à tout ça, je vois 4 objectifs principaux. La réindustrialisation, la concurrence avec la Chine, la concurrence technologique et les aspects macroéconomiques. Sur la relocalisation, forcément, ça va un peu marcher, hein, parce que quand on se protège, on donne une incitation à aller se localiser aux États-Unis, qui en plus ont un très gros avantage en termes de prix de l'énergie. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y aura des impacts à ce niveau-là. Il reste que, pour faire très court, des droits de douane, ça n'est pas une stratégie de réindustrialisation à soi tout seul. Donc il y a beaucoup de carences en termes de prévisibilité, d'horizon qu'on peut donner aux investisseurs, en termes d'infrastructures, de ressources humaines aussi. Tout ça, c'est important. Donc je crois que ça ne fait pas une stratégie de réindustrialisation. D'ailleurs, les statistiques pour l'an dernier sont mauvaises pour l'emploi industriel aux États-Unis. Sur la concurrence avec la Chine, là, pour moi, le principal problème, c'est qu'il y a une asymétrie de taille qui est énorme entre les États-Unis et la Chine. Le secteur industriel aux États-Unis, c'est à peine plus d'un dixième de la main-d'œuvre industrielle en termes de main-d'œuvre par rapport au secteur chinois. Donc, la seule façon pour les États-Unis de concurrencer la Chine, c'est de faire alliance, de s'appuyer sur leurs alliances, qui sont vraiment leur force dans l'arène internationale. Et là, on a l'impression que Donald Trump fait le contraire en étant extrêmement dur et imprévisible avec ses partenaires. Donc ça, vraiment, ça pose question. Sur l'aspect technologique, là, je trouve un peu sidérant de voir l'espèce de révolution culturelle vis-à-vis de la recherche, des universités. On a l'impression vraiment que c'est un but contre son camp. Donc, je ne vois pas bien comment tout ça ne va pas affaiblir structurellement la position des États-Unis par rapport à la Chine. Et je ne vois pas en quoi les droits de douane vont vraiment changer la donne de ce point de vue-là. Et même, on voit des effets contre-productifs de certaines des mesures commerciales, parce que ça incite la Chine à investir là où elle sent qu'elle est plutôt en retard. Et puis, il y a l'aspect macroéconomique, pour finir. Et l'aspect macroéconomique, il se traduit de 2 façons. Il y en a une qui est le fait qu'en théorie du commerce international, on dit qu'il y a un droit, on appelle ça l'argument du tarif optimal. En mettant les droits de douane, on peut arriver à manipuler les termes de l'échange à son profit, c'est-à-dire arriver finalement à payer moins cher ses importations par rapport aux exportations. Dans un monde d'enchevêtrement des chaînes de valeur comme celui d'aujourd'hui, pas mal d'études ont déjà montré que c'est beaucoup plus compliqué que ça en pratique, et notamment qu'en mettant des droits de douane à l'importation, en fait, on handicape la compétitivité des exportations. Donc, c'est mauvais pour les exportations américaines aussi. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il est fiscal, tout bêtement. Aux dernières statistiques publiées, en tout cas au moment où j'ai rédigé l'article, septembre dernier, 30 milliards environ de dollars de recettes douanières sur le mois, comparé à 7 milliards un an avant. 23 milliards donc de recettes additionnelles. À mon avis, si on essaie de regarder ce qui va se passer, parce qu'il y a des ajustements qui vont se mettre en place, on peut estimer qu'il y aura des recettes
tarifaires additionnels entre 100 et 300 milliards de dollars par an, ce qui est à la fois beaucoup et peu par rapport aux dépenses fédérales de 7 000 milliards de dollars. Donc, c'est entre 1,5 et 4 % des dépenses totales. Ça aide, ça ne résout pas tous les problèmes non plus, loin de là. C'est le premier aspect. Le deuxième point, c'est que c'est quand même un impôt sur les Américains. Et donc, cette augmentation de la protection douanière, c'est aussi la plus forte augmentation d'impôts décidée aux États-Unis depuis des décennies. Alors, elle est partiellement compensée par les coupes fiscales dans la loi fiscale de l'été dernier. Mais enfin, malgré tout, ça reste une augmentation d'impôts payée, in fine, essentiellement par les consommateurs américains. Ça, c'est pour les objectifs stratégiques, mais il y a quand même des succès tactiques. Alors, dans ces succès tactiques, il y a les droits de douane qui rentrent, ce que vous venez de dire, mais contrebalancé par le fait que c'est en fait une sorte d'impôt déguisé sur les Américains. Est-ce qu'il y a d'autres succès tactiques? Et d'ailleurs, ça peut être dans d'autres domaines que l'économie, parce que ce qu'on voit, c'est que ces droits de douane sont aussi utilisés pour tordre le bras à d'autres États sur des sujets plus politiques. Oui, je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect, c'est-à-dire que ce qu'a montré Donald Trump au cours de cette première année de son second mandat est de façon beaucoup plus flagrante et beaucoup plus parlante que ce qu'on avait vu au premier mandat. C'est que les droits de douane comme moyen de pression, ça marche. Les Européens ont commencé par faire des déclarations très offensives sur la réponse aux droits additionnels qu'ils étaient annoncés le 2 avril, qui était le premier moment où cette nouvelle politique commerciale a été présentée complètement. Mais finalement, ils sont revenus en arrière parce qu'ils avaient peur des conséquences. Alors évidemment, elles ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi sécuritaires, hein. Mais donc, c'est pour ça que c'est vraiment frappant de constater que, in fine, personne n'a vraiment mis en œuvre de représailles sérieuses. Même pas le Canada, d'ailleurs, finalement, en dépit de ce qui avait été annoncé, sauf la Chine. Donc, effectivement, ça marche pour tordre le bras de la plupart des partenaires, sauf quand même, c'est une exception importante, évidemment, par rapport à la Chine. Mais ce succès tactique, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer, bien sûr. L'épisode auquel vous faisiez référence au sujet des Européens, c'était avant le sommet de La Haye, de l'OTAN, avec la crainte que les États-Unis se retirent ou alors aient des exigences démesurées en termes de contribution européenne. Et les choses se sont un peu apaisées après. Mais alors, juste après avoir rendu votre texte à la rédaction de Politique étrangère, a eu lieu l'épisode du Groenland, au cours duquel Donald Trump a une nouvelle fois menacé d'augmenter les droits de douane pour certains pays européens qui s'étaient prononcés de manière très forte sur la question du Groenland et sur la nécessité de préserver une souveraineté danoise sur le Groenland. Et là, l'Union européenne a quand même répliqué en brandissant l'instrument anti-coercition, sans l'appliquer, mais enfin, ça a été mis sur la table. Alors, quelle leçon on peut tirer de cet épisode groenlandais? Oui, c'est un épisode effectivement imprévu et choquant. Dans lequel il faut, je crois, je commence par là, il est difficile de savoir ce qui a influencé la décision de Donald Trump. Il y a une réponse plus forte de l'Union européenne, c'est clair, mais exactement savoir ce qui a pu compter ou pas, c'est assez difficile. Moi, la principale leçon que j'en tire, c'est le constat que 5 mois après l'accord de Turnberry, c'est-à-dire cette trêve, hein, cet accord l'été dernier sur les aspects commerciaux avec les États-Unis, on se fait agresser symboliquement en tout cas, et commercialement potentiellement par les États-Unis. Et donc j'y vois une contradiction claire par rapport à la façon dont on nous a vendu cet accord, dont on a présenté politiquement cet accord cet été, qui était de dire c'était le prix de notre sécurité et c'était le prix de la stabilité de nos relations avec les États-Unis. C'est la démonstration, pour moi, par A plus B, du fait que cet accord a échoué à nous procurer un cadre stable de relations avec les États-Unis. Je crois que c'est important, et il est important de comprendre et de tirer les enseignements de ce constat. Pourquoi est-ce qu'on a passé cet accord à Turnberry? Tout le monde a bien compris que c'était, pour les Européens, conçu comme le prix de leur sécurité. Dans l'idée qu'il ne fallait pas rentrer dans une escalade avec les États-Unis parce que c'est eux qui avaient la maîtrise de l'escalade. En théorie des jeux, on parle de escalation dominance en anglais. C'est vraiment la clé, c'est-à-dire si on surenchérit, à ce moment-là, à la fin des fins, c'est eux qui gagnent parce qu'on est trop dépendant d'eux, notamment en termes sécuritaires. Donc, il ne faut surtout pas surenchérir. Donc, ce qu'on a fait à Turnberry, c'est de dire, en fait, on va plier, on va accepter leurs demandes, et puis comme ça, rien ne se passe. Enfin, en tout cas, on ne va pas vers quelque chose de pire. Cette logique, elle a sa cohérence, bien sûr. Mais
on voit aujourd'hui ses défauts aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on ne surenchérit, si on ne répond pas du tout, et c'est ce qu'on a fait à Thornberry, on a même internalisé le récit américain. À ce moment-là, on montre que les États-Unis peuvent agresser d'une certaine façon, ou en tout cas empiéter sur les plates-bandes européennes, les agresser commercialement, en l'occurrence, sans qu'il y ait aucune réponse, sans qu'il y ait aucun coût pour eux. Et donc, le problème, c'est que finalement, si on crée un climat dans lequel on laisse croire qu'on peut s'en prendre aux Européens sans aucune réponse, à ce moment-là, on invite juste l'agression suivante. Donc, je crois qu'il faut sortir de cette logique de maîtrise de l'escalade, en tout cas comme grille de raisonnement exclusive, parce qu'elle a ce risque de cette impasse un peu mortifère. Et il faut se mettre dans l'état d'esprit où on peut répondre sans forcément surenchérir, et éviter surtout de ne pas répondre du tout et de laisser vivre cette fable selon laquelle on pourrait empiéter sur les intérêts des Européens sans coût, parce que ça, c'est vraiment une façon de susciter la prochaine agression. Évidemment, le problème pour les Européens, c'est que répondre, accepter un certain rapport de force, je ne dis pas le pousser au maximum, mais je dis accepter un certain rapport de force, ça demande aussi d'accepter d'encaisser des coups, et ça demande de se coordonner entre pays européens, parce que souvent ces coups, qu'on les écrive avec un P ou avec un T à la fin, ils vont toucher certains pays plutôt que d'autres, et donc c'est difficile de se coordonner dans ce rapport de force, disons, mais je crois qu'on ne peut pas, on voit bien qu'on voudrait l'éviter, nous Européens, mais je crois que c'est juste pas possible. Mais ce qu'ont dit la plupart des dirigeants européens après cet épisode du Groenland, c'est précisément ce que vous venez d'expliquer. C'est, vous voyez, quand on fait preuve d'unité et qu'on montre un peu les muscles, alors montrer un peu les muscles, ça a été mentionné, la possibilité d'utiliser l'instrument anti-coercition. Les États-Unis reculent, mais j'ai l'impression que vous ne percevez pas véritablement cet épisode quand même de la même manière. Oui, je suis très prudent sur les raisons pour lesquelles les Américains ont reculé. Je ne crois pas qu'on les ait effrayés non plus. Et je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Mais il est vrai qu'on a une réponse plus forte et un peu plus affirmée qu'à l'épisode précédent. On est loin d'avoir fait nos preuves en la matière, donc on est loin d'avoir rétabli une sorte de crédibilité du fait que si on empiète sur les intérêts commerciaux européens, il y aura une réponse. Et donc ça reste à faire. Donc je considère qu'on n'est pas encore dans un cadre stabilisé de nos relations avec les États-Unis. Et malheureusement, on n'a pas de garantie qu'il n'y aura pas une prochaine menace sur tel ou tel aspect dans les mois qui viennent. Et non seulement on n'a pas de garantie, mais il est fort probable que ça intervienne, et peut-être dans les prochaines semaines et pas dans les prochains mois. Ces tensions avec les États-Unis interviennent dans un contexte économique qui est marqué par une tendance de plus long terme, qui est donc la deuxième partie de votre article dans Politique étrangère, c'est le caractère toujours plus élevé de l'excédent commercial chinois. Comment cet excédent s'est-il constitué et quels sont ses impacts ? Oui, c'est l'autre tendance importante, et je crois qu'il faut bien comprendre que ce qui nous faut analyser, c'est l'impact concomitant de ces deux tendances. Hein. C'est un peu le marteau et l'enclume, si l'on veut, pour nous, Européens. Et cette autre tendance, c'est des surplus, c'est le surplus commercial de la Chine, qui était déjà très élevé en 2019 et qui a doublé depuis. Si bien qu'en 2025, on a une Chine qui dégage un excédent commercial, tout produit confondu, de 1 200 milliards de dollars. Mais si je me limite aux produits manufacturés, on est à 2 000 milliards de dollars. C'est absolument gigantesque. Ça représente 15% de l'ensemble des importations de tous les autres pays du monde. Donc c'est vraiment quelque chose de très déstabilisant, surtout étant donné cette croissance, c'est-à-dire ce doublement en quelques années. Pourquoi ces excédents énormes? Pour être un peu simplificateur, moi je vois ça comme la combinaison de 3 biais. D'abord, un biais macroéconomique. Dans la conduite des politiques macroéconomiques en Chine, il y a une claire préférence donnée à l'offre sur la demande. Ça a été clair, par exemple, dans la façon dont ils ont répondu au Covid, en soutenant un petit peu les ménages, mais assez peu longtemps, et en mettant l'essentiel sur les entreprises. C'est clair aussi dans la réticence du leadership chinois à développer un État-providence. Où Xi Jinping dit clairement, publiquement, que pour lui, l'État-providence, ça incite à la paresse. Il parle de welfarism pour décrire ces dérives-là.
On le voit aussi dans la façon dont le crédit est allé en masse vers les capacités productives manufacturières. Et ça renvoie à un facteur sous-jacent très important qui est la crise de l'immobilier en Chine. C'est un facteur majeur qui déterminant leur trajectoire macroéconomique. C'était vraiment l'endroit où allait l'épargne, massivement l'épargne chinoise, et des investissements dans l'immobilier qui étaient colossaux, sans aucun précédent historique, vraiment absolument gigantesque. Et tout d'un coup, on a eu un éclatement de la bulle et une crise très forte et une chute très forte de l'investissement dans l'immobilier depuis 2020. Donc ça, c'est les aspects macroéconomiques auxquels il faut ajouter un autre aspect, une sous-rubrique du macroéconomique très importante, c'est le taux de change. Le taux de change effectif réel de la Chine a diminué de 15% entre mars 2022 et janvier 2026. Moins 15, leur monnaie s'est dépréciée de 15% vis-à-vis de la moyenne des partenaires en termes réels, alors même que les excédents sont en montée très forte. Normalement, quand on a les excédents qui augmentent, on a un taux de change qui s'apprécie. Donc là, on voit bien qu'il y a un blocage de l'ajustement par les taux de change, par les autorités chinoises. Dans un contexte où ils sont en déflation, ça donne une dépréciation, mais finalement, aujourd'hui, ça devient une grosse partie du problème. Et pour moi, on est dans une situation de sous-évaluation caractéristique de la monnaie chinoise. Et une remarque en passant, si vous augmentez les droits de douane, mais que derrière la monnaie se déprécie, eh ben, ça annule très largement l'effet de l'augmentation des droits de douane. Absolument. C'était déjà d'ailleurs un peu ce qui s'était passé en 2018. Alors, bon, après, pour nous, Européens, il y a aussi le taux de change du dollar qui compte, mais pour revenir au biais de la Chine, donc j'ai parlé de biais macroéconomique, ça c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est le biais dans la préférence accordée au secteur industriel par rapport aux autres secteurs. Et ça, c'est très clair dans les discours de Xi Jinping, c'est très clair aussi dans la priorité donnée à un prix de l'énergie qui doit rester très bas, aux investissements dans les infrastructures, dans les transports, et puis aux inputs industriels tels que le crédit, j'en ai parlé déjà, et le foncier. Le troisième biais important en Chine, c'est les politiques industrielles. Les politiques industrielles chinoises, elles sont très difficiles à identifier parce qu'elles sont partout, c'est très diffus, c'est vraiment un contrôle de l'économie par le parti au-dessus de l'État. Et ce qu'on voit, c'est que même en les observant de manière imparfaite, le FMI estime leur poids à 4,4% précisément du PIB. C'était la dernière estimation parue l'été dernier. Pour un secteur qui fait à peu près 26% du PIB en Chine, on voit que proportionnellement, c'est quand même énorme. Et c'est énorme par rapport à ce que font tous ses rivaux. Donc, c'est aussi un élément important. Alors, quel scénario peut-on envisager à l'égard de l'évolution de la balance commerciale chinoise? Est-ce que cet excédent commercial gigantesque et dont la trajectoire est une hausse très rapide peut être résorbé? Et si oui, à quelles conditions? À mon avis, il n'y a pas de perspective de résorption de cet excédent à court terme en tout cas, parce que ça n'est pas la priorité du pouvoir. Ça n'est pas la priorité du pouvoir et le pouvoir chinois se sent en position de force dans l'arène internationale, y compris vis-à-vis des États-Unis. S'il y a une possibilité de relâcher la pression vis-à-vis des partenaires, notamment vis-à-vis des pays du Sud, parce qu'il y a déjà un redéploiement en cours des exportations chinoises qui est très important et qui a donné la priorité aux exportations vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. S'il y a une façon de relâcher la pression, ils le feront. Mais tout ça sera subordonné à leurs priorités internes. Quelles sont ces priorités internes? Aujourd'hui, c'est de lutter contre les pressions déflationnistes et ce qu'on appelle dans le débat en Chine, ce que le leadership chinois appelle le risque d'involution. Qu'est-ce que ça veut dire involution? Ça fait référence à une concurrence excessive qui amène à une guerre acharnée sur les prix et qui détruit les marges et la profitabilité. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que ce secteur industriel chinois qui paraît tout puissant à l'international, en fait, il est très peu profitable parce que l'intensité de la concurrence en Chine est si forte que les marges sont très, très faibles, qu'en permanence, on est dans une guerre des prix. Et donc, ce qui est un peu paradoxal, si on se figure, si on se rappelle que la Chine est un pays communiste, en fait, aujourd'hui, la lutte à couteau tiré, la concurrence la plus extrême, elle est dans l'industrie chinoise.
Oui, mais Euh, comme vous le disiez, il y a ces politiques industrielles justement qui permettent de rééquilibrer, d'éviter les ben, grosses faillites ou peut-être de oui et non. revenir entre guillemets à bon escient. Oui et non, parce qu'elles fournissent un cadre. Mais après, elles fournissent un cadre au sein duquel elles organisent justement cette concurrence. Elle est voulue par le pouvoir chinois. Ça fait partie de la façon de faire, de la façon de mettre en œuvre les politiques industrielles en Chine, de donner un cadre pour un secteur, d'inciter beaucoup d'entreprises à augmenter leur production, à rentrer sur le secteur, puis après, progressivement, d'enlever les aides initiales pour laisser la concurrence jouer, une concurrence darwinienne qui aboutisse à la sélection des meilleurs. Ça, c'est le cadre, disons, c'est la vision positive. Le problème, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que s'il n'y a plus du tout de profitabilité dans un secteur, à ce moment-là, il n'y a plus de financement de l'investissement. Donc, ça met en péril le développement même du secteur. Et donc, on touche un peu les limites de cette stratégie ici, ce qui se manifeste aussi dans le fait que la Chine est en déflation, en situation de déflation des prix de la production depuis 3 ans aujourd'hui. C'est pour ça que je crois pas tellement au réajustement extérieur. C'est-à-dire que la monnaie chinoise devrait s'apprécier. Mais s'il y a une appréciation de la monnaie chinoise, qu'est-ce que ça va faire? Ça va baisser le prix des importations en Chine. Donc ça va alimenter les pressions déflationnistes contre lesquelles justement le pouvoir veut lutter et pour qui c'est une priorité. On comprend que donc cet excédent n'est pas prêt d'être résorbé, donc on a un déséquilibre majeur du côté chinois. D'autre part, on a l'incertitude que vous nous avez présentée du côté américain. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, pour le système international lorsque les deux gros géants deviennent soit si déséquilibrés, soit si incertains? Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut se rappeler ce qu'est le système commercial, enfin le système multilatéral et en particulier dans sa dimension commerciale, c'est-à-dire un ensemble d'engagements, de règles si on veut. Il y a des règles, on pourrait presque les comprendre comme des lois, mais il faut être bien conscient qu'il n'y a pas de flics derrière, il n'y a pas de policiers pour les faire appliquer. Quelle est la force de ce système? C'est sa force en tant que norme. C'est-à-dire que je suis incité à respecter mes engagements, non pas parce qu'il y aurait quelqu'un qui me contraindrait à le faire, les États souverains ne sont pas contraints, mais parce que en le faisant, je peux anticiper que les autres vont aussi respecter leurs engagements. Hein. Donc, il y a une force normative qui tient à sa légitimité, qui tient aussi à l'exemple donné par les leaders, parce que c'est eux qui peuvent faire le mieux pression sur les autres. Tout ça pour dire que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, il est profondément déstabilisant, parce que c'est une situation dans laquelle on a deux leaders. On a les États-Unis qui violent de manière ouverte ses engagements auprès de l'OMC. Et l'autre, la Chine, qui tout en suivant formellement ses engagements, les instrumentalise, les déforme à son profit d'une manière flagrante. Et c'est pour ça que je mentionne l'importance, à mon avis, cruciale de ces excédents qui montent. Donc, quand on a deux leaders qui montrent en fait le contre-exemple, qui sapent le système, il ne faut pas s'attendre à ce que cette force normative sur les comportements en matière commerciale tienne le coup, finalement. Donc, on est aux prises. Enfin, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on peut considérer qu'il s'agit d'une rupture de croyance sur la force normative de ce système. Et donc ça, c'est profondément inquiétant et déstabilisant. Alors, il faut juste pas croire que ça veut dire que les échanges commerciaux sont en train de s'effondrer. C'est pas du tout le cas. Au troisième trimestre de l'an dernier, on avait une croissance annuelle des échanges mondiaux de 4,8%. Donc, très significative. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est en train de s'organiser bloc contre bloc. Les statistiques ne montrent pas ça. C'est pas vrai. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'on a un affaiblissement des règles au profit des rapports de force. Donc, en fait, la mondialisation et l'interdépendance commerciale continuent, mais on a une mondialisation moins multilatérale, plus transactionnelle, moins juridique d'une certaine façon, plus géopolitique. Et donc, la sécurité économique n'est plus garantie. On ne peut plus faire confiance au marché et aux règles comme police d'assurance pour organiser nos échanges, que ce soit nos approvisionnements ou nos débouchés. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne, qui souvent a été présentée comme une puissance normative? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais est-ce que, dans le fond, on n'est pas pris de manière assez terrible entre le marteau et l'enclume, avec une faiblesse qui devient patente? C'est évidemment le risque et c'est clairement un défi pour l'Union européenne parce que c'est contraire à la fois à ses valeurs et à ses intérêts. Essentiellement parce que l'Union européenne n'est pas un État, donc c'est une construction régionale fondée sur le droit, donc elle n'a pas la même cohésion politique qu'un État.
elle n'est pas du tout taillée pour les rapports de force politiques et pour les rapports de puissance. Elle a même été, d'une certaine façon, construite pour les absorber dans des règles de droit. Donc ça, on voit bien que là, on est dans une situation qui est problématique pour elle. L'autre aspect, je crois, important à rappeler, c'est que l'Europe est ouverte commercialement, mais ça n'est pas un hasard. Elle est ouverte parce qu'elle est structurellement dépendante des importations pour ses approvisionnements en matières premières et en énergie. Donc, il faut pouvoir importer et il faut pouvoir exporter pour payer ces importations. D'accord ? Donc, ça, c'est structurel. Ce n'est pas juste un choix. On a parfois tendance à présenter ça comme un choix naïf. Non, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe ? C'est qu'il faut mettre à jour le logiciel pour s'adapter à la situation que je viens de décrire et au fait que la sécurité économique, désormais, elle doit se construire. Elle ne doit plus être considérée comme un acquis ou quelque chose qui peut être laissé au marché. Alors, la première chose, c'est que ça veut dire qu'il faut réagir vivement, mais de façon cohérente par rapport à cette concurrence chinoise et à ces excédents débridés, qui sont vraiment une menace pour notre industrie si on ne fait rien. Donc, il faut réagir vivement, mais il faut réagir de façon cohérente aussi parce qu'il ne faut pas que notre réponse déstabilise nos rapports avec les pays tiers et déstabilise un peu plus le système commercial. Ça veut dire des droits de douane concrètement? Ça peut vouloir dire des droits de douane, mais seulement dans un cadre qui soit conforme aux règles. Dans les règles du commerce international, il y a tout à fait les instruments pour répondre à une concurrence qu'on juge déloyale, mais il faut l'argumenter, l'expliquer. Et on peut le faire ensuite par des instruments de défense commerciale, des instruments anti-dumping, anti-subvention. On a des régulations aussi sur les subventions et leur impact sur le marché unique qui permet d'exclure des soumissionnaires étrangers subventionnés de marchés publics. On a des règles sur la surveillance des investissements directs. Donc tout ça, ça se mobilise. L'Europe le fait déjà, mais je crois qu'il faut juste qu'on muscle notre jeu de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas tomber dans une attitude trumpienne, à mon avis, qui montre ses limites côté américain déjà, et que de toute façon, pour l'Europe, à mon avis, serait potentiellement catastrophique. Je ne veux pas vous perdre dans votre raisonnement, mais je vois que vous avez quelques notes, ça devrait permettre de vous guider, mais j'aimerais réagir quand même sur ce point. Ça me fait penser au discours du président de la République à la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, où il disait, mais dans le fond, si on est les derniers à appliquer les règles, bon, on aura la morale avec nous, entre guillemets, ou le droit avec nous, mais le droit sans la force n'est rien. Comment est-ce qu'on sort de ce dilemme? Je crois qu'on n'est pas les derniers à appliquer les règles. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, et ça n'est pas un hasard, c'est que ceux qui n'appliquent pas les règles, ce sont les plus puissants. Ce sont les grandes puissances. Les États-Unis, la Chine, d'une certaine façon, où elle les applique d'une façon déformée. Bon, je ne parle même pas de la Russie, qui, en fait, dans ce cadre purement commercial, est assez un acteur mineur. Mais les autres sont pas du tout, sont très inquiets. En fait, les autres pays sont aussi très inquiets. Et en fait, dans nos échanges, les États-Unis et la Chine, ça n'est quand même qu'une petite part. Je veux dire, c'est tout compris pour les échanges extra-européens, environ le tiers. Donc, il faut aussi se préoccuper des échanges avec nos autres partenaires. Il faut les renforcer et il faut les sécuriser. C'est une autre partie de la réponse européenne. C'est-à-dire essayer de renforcer la confiance et les règles dans nos relations avec nos partenaires et en particulier avec nos partenaires tiers qui sont demandeurs. Et on voit par exemple le dialogue qu'on a initié avec les pays du partenariat transpacifique. Je crois que c'est très positif. Il faut un engagement politique pour dire, voilà, nous, entre nous, on ne va pas se laisser gagner par la contagion de ces politiques de coercition des États-Unis ou de la Chine. Et à ce moment-là, on va essayer de reconstruire quelque chose de plus stable. Donc, on n'est pas seul là-dedans. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que être cohérent dans la réaction, cohérent par rapport aux règles, ça n'empêche pas de prendre en compte les rapports de force et d'essayer de construire une position de négociation. C'est pour ça que je disais il faut réagir vivement, fortement par rapport à la concurrence chinoise. Parce que c'est comme ça qu'on construit une position de négociation. Voilà. Donc ça, c'est un élément important, je crois. Ensuite, l'autre aspect, c'est qu'il faut faire un diagnostic clair de nos vulnérabilités. Il faut prioriser, il faut les choisir et il faut investir pour y répondre. On a, depuis un certain temps déjà, identifié que par rapport à la Chine, on a un certain nombre de vulnérabilités, en particulier notre dépendance à la Chine pour les minerais critiques, en particulier les terres rares, notamment dans leur transformation, et les principes actifs médicamenteux.
Éventuellement, on pourrait y ajouter certains produits électroniques, mais je crois que les priorités, elles sont là. Très bien. Comment est-ce qu'on a pour y répondre, il faut investir, il faut multiplier les outils. Ça peut être des partenariats, ça peut être du stockage, mais ça demande de l'investissement. C'est une police d'assurance, il faut l'acheter. Et puis l'autre aspect, c'est qu'au fur et à mesure que se dégrade la relation transatlantique, on est aussi en train de regarder nos vulnérabilités par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai qu'elle donne un peu le vertige. Il y a celle de la défense, dont on sait, qui plus est, qu'elle ne va pas s'arrêter demain, parce que tout ça, c'est des logiques qui s'étalent sur le temps long, qu'on pense au F-35 par exemple. Mais il y a aussi celle sur la finance et celle sur le numérique. Et là, il y a des réponses, pas complètes, mais encore une fois, il faut prioriser, je crois. Il y a des réponses qu'on peut apporter dans le court terme. Par exemple, pour limiter notre dépendance aux États-Unis sur les systèmes de paiement. Par exemple, pour limiter notre dépense aux États-Unis sur le cloud de nos entreprises, y compris sur des aspects clés. Donc, voilà, je crois que sur la finance et le numérique, notamment, il faut se poser la question, et ce n'est pas seulement d'ailleurs de la politique commerciale, souvent c'est de l'investissement souverain qui est en jeu. C'est tout ça qu'il faut déployer, en n'oubliant pas aussi que la place de l'Europe, la force de l'Europe dans cette mondialisation plus transactionnelle, elle dépend de sa force, donc de sa capacité d'innovation et de la cohésion de son marché unique. Donc l'agenda, il faut aussi faire, et même commencer par là, d'une certaine façon, faire le ménage chez nous. Sébastien Jean, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son article intitulé « De Trump à Xi Jinping, la grande rupture de la mondialisation » qui vient de paraître dans le numéro de printemps de la revue Politique étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.